Le parti Malagasy Miaramyang a exprimé aujourd'hui son soutien au candidat Tainarazaf Nduel à la mairie d'Antananarivo et le candidat Roland Ratirak à celle de Thomasin. Le parti adhère aux visions de ces candidats pour le développement de ces deux grandes villes. Dans les hôpitaux publics, l'eau est souvent coupée. Résultat, les accompagnateurs de malades sont actuellement contraints d'apporter de l'eau en bidon, cuvette ou en seau. Ils doivent chercher de l'eau à l'extérieur de l'hôpital. Dans l'actualité internationale, un an après les attaques du 7 octobre 2023, la situation à Gaza reste marquée par des conséquences dévastatrices sur la population et les infrastructures. Depuis le début du conflit, les bombardements israéliens ont entraîné d'importantes destructions. Le ministère de la Santé du Hamas a rapporté que le bilan humain s'élevait à 41 909 morts. Le parti Malagasy Miaramyang a exprimé aujourd'hui son soutien au candidat du parti Fresakinanti Tanjazan, Tainarazaf Nduel, lors des élections communales du 11 décembre prochain. Le parti est déclaré adhérer à la vision pour le développement d'Antananarivo portée par ce dernier. Pour Antananarivo, le parti a décidé de soutenir le candidat Tainarazaf Nduel, que nous considérons proche de nos valeurs et capable de porter notre vision pour le développement de la ville. Nous adhérons pleinement à sa vision et mettrons tout en œuvre pour appuyer son élection à la mairie d'Antananarivo. Lors de sa présentation vendredi soir, ses explications et sa vision d'un travail durable pour Antananarivo nous ont convaincus, car il s'agit d'une réponse aux problèmes majeurs auxquels la capitale est confrontée. Nous croyons fermement que son projet, en adéquation avec les idées du Malagasy Miaramyang, est réalisable et nous l'aiderons de toutes nos forces pour assurer sa victoire. Les collectifs en Malagasy, qui rassemblent 5 des candidats à la dernière présidentielle, se sont engagés à s'entraider et à collaborer pour promouvoir le développement à travers toute l'île. Dans cet esprit de solidarité, le parti MMM a annoncé son soutien au candidat Roland Ratirak pour la mairie de Thomasin. Nous apporterons également notre soutien au candidat Roland Ratirak pour la mairie de Thomasin. Des membres de Malagasy Miaramyang à Thomasin sont déjà mobilisés pour l'assister et font partie de ses conseillers. Les efforts déployés pour soutenir sa candidature seront à la hauteur de ceux fournis pour le candidat Antananarivo. Ce sont là 2 grandes villes. Selon les règles établies par les 5 partis membres du collectif en Malagasy, lorsqu'un chef de parti se présente, on ne présente plus d'autres candidats et on s'engage à le soutenir. Nous nous unissons pour l'intérêt de la ville, mais surtout pour faire entendre la véritable voix de l'opposition dans la gestion des affaires nationales. Nous sommes convaincus que seule une personne fidèle et fermement ancrée dans les valeurs de l'opposition pourra initier le changement tant attendu dans le pays. D'après les explications, travailler pour le développement est possible avec des candidats qui partagent leur vision. Fort de son expérience en matière de conception et de mise en œuvre de stratégies pour le développement, surtout pour Antananarivo, le parti MMM se distingue par son implication constante dans la gestion des affaires nationales. Il s'engage à soutenir ses candidats en partageant son savoir-faire et en les accompagnant pour atteindre leurs objectifs de développement. Les problèmes d'électricité et d'eau qui affectent toute la population malgache sont le reflet de la mauvaise gouvernance des dirigeants, a déclaré Azwan Arvelo. Selon lui, la dégradation de la vie nationale n'est pas surprenante. Il déplore que les décisions prises par les dirigeants actuels face à cette situation soient non seulement inadéquates, mais parfois même embarrassantes. Il est ici question d'un régime sans vision à long terme qui se contente de faire des promesses sans réel plan d'action, a-t-il ajouté. Il est embarrassant de constater qu'il n'a jamais eu, à travers le monde, de conseil des ministres qui décident de placer des bonbonnes dans la ville pour résoudre les problèmes d'eau. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas uniquement Antananarivo
qui souffre de pénurie d'eau, mais tout Madagascar. Les difficultés actuelles de la Jirama sont le reflet d'une mauvaise gouvernance et d'une négligence manifeste. Ils prétendent que ces problèmes pourront se résoudre dans un an grâce à l'arrivée de nouveaux groupes. Mais pourquoi n'ont-ils pas été préparés à l'avance? Ils évoquent un manque d'eau à Ondékalek, justifiant ainsi les coupures d'électricité. Mais Ondékalek est-il vraiment à sec pour la première fois? Cette situation est connue depuis plus de 60 ans. Le régime actuel fait preuve d'un manque de prospective dans la gestion des affaires. Il se contente d'une gestion au jour le jour. Jusqu'à présent, le régime actuel n'a pas été en mesure de trouver une solution durable aux problèmes d'électricité et d'eau. Cette situation a gravement affaibli l'entrepreneuriat tant dans la capitale qu'à travers toute l'île. Prend-on conscience que nous sommes en 2024 et certains se réjouissent simplement parce qu'on leur distribue des bidons ou des bonbons d'eau dans leur localité? Pourtant, Antananarivo avait déjà des bornes fontaines dans le passé et 60 ans plus tard, nous revenons à cette dépendance. Peut-on vraiment dire que Madagascar se développe? Les dirigeants n'offrent pas de solutions durables pour résoudre ces problèmes, mais se contentent d'actions symboliques, surtout à l'approche des élections communales, en distribuant de l'eau à la population. Ce que les gens désirent, ce n'est pas une distribution d'eau ponctuelle, mais un approvisionnement en eau dans leur foyer. Ils ne veulent pas de kit de lumière distribué, mais un accès à l'électricité qui leur permet de travailler et de vivre. Une enquête doit être ouverte concernant tous les responsables à tous les niveaux impliqués dans la gestion de la Jirama. Jusqu'à présent, seuls les membres de la Jirama ont été blâmés et persécutés, alors que la prise de décision au sein de l'entreprise implique des hauts fonctionnaires jusqu'au président du pays. Les accompagnateurs de malades sont actuellement contraints d'apporter de l'eau en bidon, cuvette ou en seau lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux publics. En effet, l'eau y est souvent coupée, ce qui les oblige soit à attendre son rétablissement, soit à chercher de l'eau à l'extérieur de l'hôpital. La plupart des accompagnateurs qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau à l'extérieur appellent à des mesures urgentes pour remédier aux problèmes d'approvisionnement en eau dans les hôpitaux publics. L'électricité est souvent coupée et en ce qui concerne l'eau, en fonction de la fréquentation, il arrive qu'elle soit insalubre ou même coupée. On doit descendre au bassin pour laver la vaisselle car personne ne s'en occupe. Dans l'obscurité, nous utilisons des bougies et pour nous approvisionner en eau, nous devons aller au bassin. Normalement, l'eau et l'électricité ne devraient pas être coupées, surtout en urgence. Face à cette situation, il est impératif de renforcer l'installation de citernes dans les hôpitaux publics afin de soulager les accompagnateurs de malades, ont déclaré les défenseurs des droits des consommateurs. En tant que centre de soins accueillant des patients, l'hôpital public ne devrait pas être victime de coupures d'eau. L'hôpital est le lieu qui accueille les malades et l'eau y est indispensable car elle garantit la propreté, que ce soit des médecins que des patients. Nous interpellons donc le responsable de la Jirama. Il est de son devoir de résoudre ce problème. Des solutions comme la distribution de citernes ont été proposées et cela doit être renforcé, surtout pour les hôpitaux publics qui reçoivent des patients. La vie humaine dépend de l'eau. Jusqu'à présent, la société Jirama n'a pas encore proposé de solutions concrètes aux consommateurs face aux problèmes de coupure d'électricité et d'eau. Ces interruptions, de plus en plus intenses, touchent non seulement Antananarivo, mais également presque toutes les régions de Madagascar. Les élections dans le pays ne semblent destinées qu'aux riches et aux partis puissants, a déclaré aujourd'hui la société civile KMF Knoé, Éducation des citoyens. Celle-ci déplore que les élections ne respectent plus les normes de la démocratie. Selon elle, la réception des dossiers de candidature dans les OVEC du pays a été marquée par des entraves et des pratiques malhonnêtes. La seule façon d'améliorer l'environnement électoral est d'apporter des changements significatifs au système électoral. Dans une véritable démocratie, la participation de chacun à la prise de responsabilité devrait être encouragée
que ce soit en tant que candidat ou en tant qu'électeur. Cependant, dans notre pays, la démocratie sait rendre le processus de candidature difficile. Pour favoriser la position de certains, il faut améliorer le système électoral et favoriser une écoute mutuelle dans le domaine de la politique à Madagascar. Malheureusement, les élections semblent actuellement réservées aux partis puissants et aux riches. Si l'argent prime, le développement sera compromis. En effet, si les élus doivent investir des sommes considérables pour accéder à ces postes, et il est logique qu'ils cherchent à compenser cet investissement une fois en fonction. Selon les chiffres publiés par la CENI, environ 200 communes n'ont qu'un candidat unique pour les élections communales. Cette situation s'explique par le désenchantement des politiciens qui hésitent à se mesurer aux candidats pro-régime en raison des fraudes et des manœuvres douteuses observées lors des dernières élections. Il y a de nombreux candidats uniques, ce qui signifie que ces derniers seront élus, même si seuls les membres de la liste votent. Cela soulève plusieurs questions. Les différentes composantes de la sphère politique à Madagascar parviennent-elles à atteindre toutes les communes? Pourquoi seuls les partis puissants semblent avoir le pouvoir de présenter des candidatures? Lorsqu'on décide de se porter candidat, il semble qu'il faille tout déployer pour arborer la couleur du régime en place. Sinon, beaucoup choisissent de renoncer à leur candidature. Or, le fait qu'il n'y ait qu'un candidat unique ne valorise pas le choix du peuple. Rappelons que la CENI publiera la liste officielle des candidats au poste de maire et de conseiller par OVEC au plus tard le 8 octobre. Le 9 octobre, un tirage au sort déterminera le numéro attribué à chaque candidat sur le bulletin unique. Les résultats provisoires des élections communales et municipales devraient être annoncés le 24 décembre. Les réalités actuelles dans le pays menacent sérieusement le secteur du travail à Madagascar, si l'on ne mentionne que les coupures d'électricité et d'eau, les problèmes fonciers et la corruption judiciaire qui constituent autant d'obstacles dissuadant les investisseurs, tant locaux qu'étrangers, d'injecter des capitaux dans le pays. C'est ce qu'a alerté aujourd'hui la SSM ou Solidarité syndicale de Madagascar. L'incapacité à résoudre ces trois problèmes compromettra gravement le développement économique du pays car les investisseurs fuient un tel environnement instable. La situation actuelle à Madagascar ne touche pas uniquement les travailleurs, mais affecte l'ensemble de l'économie. Les employeurs, les bailleurs de fonds et même les investisseurs nationaux hésitent à engager leurs capitaux dans un contexte marqué par l'instabilité. Nombreux sont ceux qui préfèrent placer leur argent à la banque, jugeant les risques liés à l'investissement local trop élevés. Les petits commerçants, tels que les coiffeurs, poissonniers, cybercafetiers ou soudeurs, sont particulièrement vulnérables, tout comme les fournisseurs et les entrepreneurs travaillant pour l'État, dont les créances ne sont souvent pas honorées. Cette situation de blocage économique dissuade fortement tout investissement, qu'il soit étranger ou national, et met en péril l'avenir du secteur de l'emploi. La journée mondiale du travail décent a été célébrée aujourd'hui 7 octobre. À Madagascar, l'atteinte de cette ODD reste difficile, surtout face aux conditions de vie actuelles des travailleurs malgaches. Dans ce contexte, il est impératif d'organiser une réunion conjointe réunissant les autorités compétentes, les représentants des travailleurs, les employeurs, les politiques et les bailleurs de fonds. L'objectif de cette rencontre serait de trouver des solutions communes pour améliorer la situation actuelle du pays et pour atteindre l'objectif d'un travail décent pour tous. La 4e et dernière édition de délivrance de cartes de presse professionnelle a eu lieu aujourd'hui. Cette carte professionnelle permet de protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier et de faciliter leur identification, a déclaré la présidente de l'Ordre des journalistes. La carte de presse professionnelle pour les journalistes est comparable à la carte d'identité nationale pour les citoyens. Elle atteste que la personne est membre de l'Ordre des journalistes de Madagascar et l'identifie comme journaliste professionnel. De plus, cette carte lui confère des droits stipulés par la loi et les traités internationaux, et lui offre une protection sur le terrain. Elle facilite également l'exercice de son métier et lui permet de remplir ses obligations en tant que journaliste.
Pour cette édition, au total 199 journalistes ont obtenu la carte presse professionnelle après examen et approbation par la commission centrale paritaire responsable de l'attribution de la carte presse au sein de l'ordre des journalistes de Madagascar. Un territoire minuscule, réduit en ruine après un an de guerre. Selon le ministère de la Santé du Hamas, près de 42 000 personnes ont été tuées et plus de 97 000 blessées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Plus de la moitié d'entre elles seraient des femmes et des enfants. Des chiffres considérés comme fiables par l'ONG Human Rights Watch. D'après les Nations Unies, 1 900 000 Gazaouis ont fui la guerre au moins une fois lors de l'année écoulée, soit une écrasante majorité de la population de l'enclave. Des déplacés, souvent contraints de vivre dans des tentes, au vu de l'ampleur des dégâts matériels. Des images satellites récentes de l'ONU montraient que 65% des bâtiments et 70% des routes étaient endommagés. Des destructions qui ont généré 42 millions de tonnes de débris, soit 14 fois plus que les autres conflits à Gaza depuis 2008. Selon l'Organisation mondiale de la santé, quelques 10 000 corps pourraient encore se trouver sous ces décombres. Parmi les constructions détruites, des infrastructures vitales, l'OMS affirme que seuls 17 hôpitaux sur les 36 que compte la bande de Gaza fonctionnent encore. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne dit avoir tué 17 000 membres du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Près de 350 soldats de l'État hébreu ont péri lors d'opérations dans la bande de Gaza et à la frontière.